C'est un personnage de Mark Twain, mais dans la culture populaire, c'est plutôt en dessin animé qu'on le connaît. Tom Sawyer, c'est un petit garçon à qui il arrive plein d'aventures palpitantes. Il vit dans la ville fictive de Saint-Pétersbourg aux États-Unis et passe ses journées au bord du Mississippi avec son ami fidèle Huckleberry Finn, un orphelin qui vit dans les bois. Ensemble, ils symbolisent la liberté. Quand Martin fête ses 6 ans, ses parents prennent une décision radicale. Partir vivre en bord de fleuve, en pleine Amazonie. Mais les vies d'aventure, d'amour et d'eau fraîche sont rarement aussi enjouées que les péripéties de dessins animés. Vous écoutez Transfert, ce témoignage a été recueilli par Sarah Almos-Nino. On vit dans un petit village qui s'appelle Saint-André de Majancoul. Mes parents ont atterri là. Ils travaillent pas beaucoup, du moins juste pour nous nourrir un petit peu. Ils ont une vie un peu marginale. Mes parents cherchent de l'or dans l'Hérault. En fait, dans les sablières, ils demandent des autorisations pour chercher de l'or et il se trouve qu'ils trouvent de l'or. Et ils trouvent beaucoup d'or. C'est là où ils gagnent le plus d'argent. Et puis, ça s'essouffle. On est toujours dans les Cévennes. Mon père, il peint des tableaux grand format, de 4 mètres de large. Et c'est quelqu'un qui sort jamais de chez lui. C'est vraiment, il reste enfermé, qui a un petit problème avec l'alcool quand même, qui a tendance quand même à nous gueuler un peu dessus, avoir des propos un peu violents vers ma mère notamment. On est tous scolarisés. Moi, je fais donc ma deuxième année de maternelle. J'ai 5 ans, c'est le grand départ. Je sais pas où exactement. Mes parents vendent pas mal de petites choses. Les grandes toiles de mon père sont mises chez une connaissance pour être stockées. Mon père et mon grand frère, mon frère aîné Ange, partent d'abord. Donc on est en novembre 93 et là, c'est le grand départ avec ma mère, ma grande sœur et mes frères pour la Guyane. C'est mon premier grand voyage. Je prends l'avion, c'est 7000 km. C'est l'aventure quand même. Moi, je suis super heureux de ça. On arrive avec donc ma mère, ma grande sœur, mes frères. On arrive à Cayenne. On descend sur le tarmac et là, il y a une vague de chaleur qui t'envahit et d'humidité. Quelque chose que j'avais jamais ressenti jusque-là. Tout est vert autour. Et donc, une sensation étrange. On arrive à un endroit qu'on ne connaît pas. Je suis super heureux de retrouver mon père, mon grand frère. Mon père, lui, durant les 1 mois, devait acheter un camion pour toute la famille. Donc, on arrive, on voit un vieux camion qui est pourrave, qu'on embarque tous là-dedans. On se dirige vers la ville de Cayenne. En fait, l'idée, c'est de faire des courses, de préparer un peu ce voyage vers le petit village qui est dans l'est de la Guyane. Et donc, on va dormir dans le camion. Mes parents n'ont pas d'argent, c'est-à-dire que toutes leurs petites économies, toute la vente de leurs meubles, etc., servent à acheter le camion, servent à acheter la nourriture pour partir dans le petit village, mais ne servent pas à payer un hôtel pour se loger. Donc, on dort dans un quartier mal famé de Cayenne parce que mon père ne connaît pas Cayenne. Je ressens un sentiment d'insécurité. Je sens que c'est la galère parce que déjà, je dors dans un camion et j'ai 5 ans, mais j'ai bien conscience que c'est pas normal parce que j'ai toujours eu une chambre, j'ai toujours eu un endroit où dormir normalement. Et là, je dors dans la rue, porte ouverte, dans un quartier mal famé. Je sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond. Une fois que mes parents font les courses, etc., on part dans le petit village de Regina, dans l'est de la Guyane, au bord de la Prouague. Le projet initial de mon père, c'est vivre dans la forêt, à 20 km de Regina, sur un fleuve. On prend une route en bitume et à la moitié de cette route, on commence à prendre une piste en latérite. Et là, on sent que, on s'enfonce, quoi. On s'enfonce dans l'Amazonie. Le paysage change, cette poussière sur la piste, le camion qui devient rouge de latérite. Et on arrive dans le petit village où c'est un petit village, en fait, où il y a une vie de village et en fait, il y a comme des intrus qui arrivent. Donc, on est regardé un peu par tout le monde comme ça.
Mes parents, qui ne travaillent pas, ne touchent pas non plus les allocations familiales parce que les démarches administratives ont merdé et donc on n'a pas de sous. Donc on débarque et il faut trouver de quoi dormir. On trouve une petite maison en bois, mais un peu délabrée, quoi, hein, avec des planches qui partent en sucette. Enfin, on vit là-dedans et c'est une petite pièce où on dort tous dedans. Et il y a une décharge à 2 kilomètres de Regina. Donc avec mes parents, on va à la décharge et on va fouiller dans les poubelles pour à la fois se nourrir, mais en même temps, on découvre un peu très vite que c'est génial parce qu'on trouve des choses incroyables. Il y a des légionnaires qui sont installés dans l'est de la Guyane et qui jettent des rations avec des boîtes de conserve type risotto aux fruits de mer. Et nous, on raffole de tout ça, des nougats, des barres de chocolat. Enfin, on trouve même de l'argent dans les poubelles. On est très mal vu par le village, mais nous, on est contents, on est heureux parce que c'est comme un trésor, en fait. Et donc, on est en transit à Regina et on va rester 6 mois à Regina, le temps de construire un carbet, qui est une habitation faite de 4 poteaux et un toit. Durant les 6 mois à Regina, on doit assurer une scolarité. Et donc, c'est compliqué à l'école. Il y a des tensions, il y a des bagarres. On est vraiment pointé du doigt et on est très mal vu. On va nous appeler les macaques blancs, les rapetous, vu qu'on vole un peu des choses. Et donc, ça entraîne, pareil, ce repli sur nous-mêmes et cette envie, finalement, de partir vivre sur le fleuve. Lorsqu'on arrive de métropole, on arrive avec 2 chiens, 2 collets. Et il y en a un qui prend un malin plaisir, notamment quand il pleut, à aller dans la poste se réfugier. On le retrouve un jour empoisonné, la bave au museau, mort. Ça me bouleverse avec tout ce qui s'est passé avant, le chien qu'ils ont tué. On a vraiment ce sentiment qu'il faut partir de ce petit village et il faut aller vivre ailleurs, quitte à être que entre nous. En mai 1994, mon père a fini de construire le carbet, il s'est fait aider par un Brésilien et c'est le grand départ pour le fleuve. Donc on est tous super heureux de ça, je le suis, c'est l'aventure, on met toutes nos affaires dans une pirogue, un ami piroguier va nous emmener sur ce fleuve, il va tirer cette pirogue chargée d'affaires et on remonte le fleuve à Prouag durant 20 kilomètres pour arriver à un endroit où c'est que de la végétation, mais on arrive comme ça sur une berge au pied d'un saut. Un saut, c'est un rapide hyper dangereux et mon père ne sait pas nager et donc il choisit de s'installer au pied du saut tour épée. On arrive dans cet endroit, waouh, c'est l'aventure. Et donc, avec mon frère, on prend une machette et on décide de créer un petit chemin dans la forêt pour aller découvrir les alentours du carbet. Mais on est à quelques dizaines de mètres du carbet. Et là, mon frère tente de couper une branche et en fait, il m'entaille le doigt. Quand je m'ouvre le doigt, ma mère prend conscience que, waouh, ça va être un peu compliqué. On est à 20 kilomètres du village où il y a un dispensaire, plus 3 heures s'il faut aller à l'hôpital, 3 heures de voiture. Donc on est très isolé et il ne faut pas qu'il nous arrive de grosses bricoles. Quand on arrive sur le fleuve à Prouag, c'est la fin de l'année scolaire et donc on n'a pas d'école, donc on découvre notre environnement, on fait des choses en famille, on va faire des chemins dans la forêt, mon père va fabriquer une cabane en bois, on va fabriquer des fusils en bois pour jouer. Donc on a vraiment le temps nécessaire pour jouer, pour découvrir notre environnement, pour aller à la pêche et pour finalement apprivoiser l'environnement qui nous entoure. Cette vie en forêt, c'est complètement une nouvelle vie où on doit réinventer notre quotidien. On s'éclaire à la bougie, on va cuire les aliments au feu de bois. Pour se laver, on va au fleuve. Et puis, on va laver nos vêtements au fleuve et on boit l'eau de pluie. Ça s'est un peu débloqué au niveau des allocations familiales. Et donc, on a les minima sociaux.
Mes parents, une fois par mois, vont faire les courses à Cayenne. Et on a le strict minimum, c'est-à-dire que ça va être du riz, des pâtes, on a de la saumure de queue de porc, on a du lard, on a tout plein d'ingrédients finalement qui peuvent être conservés sans frigo, sans congélateur. On n'est pas tout près quand même de la ville, donc on doit tout simplement chasser. Un jour, mon père, il voit un tatou, il lui tire dessus et il le tue. Il arrive face à l'animal et en fait, il se met à pleurer. Il se rend compte qu'il est incapable de tuer un animal. On s'aperçoit vite que mon père, en fait, vient vivre au bord d'un fleuve, à 20 km d'un petit village, mais il ne sait pas nager et puis il est incapable de tuer un animal. Il va pêcher un petit peu, puis il va s'enlacer. Les rôles vont un peu s'inverser, où ça va être les enfants qui vont aller à la pêche et à la chasse. L'ambition première de mon père en s'installant sur le fleuve Aproague, c'est chercher de l'or. On est installé pas très loin d'une concession qui est à vendre, mais en fait mes parents n'ont pas de sous. Et donc en fait ce rêve un peu de chercher de l'or en Guyane va un peu s'écraser comme ça très vite. Ils vont décider de vivre là, au bord du fleuve, avec les minima sociaux et mener une vie en quasi-autarcie en Amazonie. J'ai 6 ans et c'est la rentrée. Mes parents nous inscrivent où ? Au Centre national d'enseignement à distance et donc on va faire les cours à la maison. On a chacun notre petit bureau et moi j'ai 6 ans et je ne sais pas encore lire. Et donc c'est ma mère qui va essayer de m'apprendre à lire. Ma mère a un rôle très important, c'est elle qui va s'occuper de nos études, c'est elle qui va faire les repas pour qu'on mange, c'est elle qui va nous aider à laver les vêtements. Mon père, en fait, se noie assez vite dans l'alcool, et notamment dans le rhum. Donc, ce qui va créer, en fait, une ambiance, on va dire, difficile. Il se met quand même à nous gueuler dessus, à gueuler sur ma mère, et il va engendrer une atmosphère très dure dans la famille. Et donc, on va jouer le soir autour de la table, donc on est éclairé par des bougies et on va jouer aux cartes par exemple. Et s'il perd, il va s'énerver jusqu'à un jour prendre un bocal de bougies et le jeter sur mon frère qui va l'esquiver. Moi, j'ai vraiment à ce moment-là un sentiment un peu d'insécurité quand je suis dans ce carbet. Les années passent, j'ai 8 ans. Avec mes frères, on décide de chacun se fabriquer son carbet. On respire un peu plus, c'est-à-dire toute cette tension qu'on ressent dans le carbet familial, on essaye de s'en échapper en allant dans notre carbet à nous. On continue à vivre cette vie-là et de plus en plus, on va à la chasse avec Aurélien et c'est Aurélien qui est tout le temps devant. Moi, j'ai jamais tiré au fusil. Lorsque j'ai 9 ans, mes frères me disent « Bon, voilà, tu vas tirer au fusil, j'ai peur. » Mes frères me rassurent, me disent « T'inquiète, ça va aller. » Je mets le fusil à l'épaule, je tire et un mélange de sentiments à la fois de peur horrible, qu'il arrive quoi que ce soit, de tenir suffisamment fort le fusil et en même temps de fierté une fois que le coup est parti parce que ça y est, je suis entré dans la cour des grands, j'ai tiré mon premier coup de fusil. Et donc, les fois suivantes où on va à la chasse, j'ai la possibilité de tirer pour la première fois. Un jour, on voit un écureuil, on lui tire dessus et on le tue. Et pour la première fois, je tue un animal et tu as ce sentiment en fait, de prendre vraiment la vie. Les années passent sur le fleuve, c'est de plus en plus compliqué. On vit dans une sorte de huis clos familial. Il y a de temps en temps des gens de passage, mais quand même, on est très repliés sur nous-mêmes. Mes grands frères et ma grande sœur commencent à prendre de l'âge. Ils sont adolescents. Il y a toutes les questions
de relations amoureuses, de liens sociaux avec juste des amis qui vont un peu émerger chez eux et à la fois aussi chez moi. J'ai envie clairement de partir de cet endroit avec ce sentiment que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs. 1998, j'ai 10 ans. C'est vraiment une année charnière pour moi. Ma sœur a 17 ans et elle quitte le fleuve. C'est ma sœur aînée, c'est un peu ma maman, celle qui s'est toujours occupée de moi. Et je suis complètement déchiré par ce départ. C'est vraiment une sensation terrible. Quand ma sœur nous quitte, ma mère est enceinte. Et c'est une situation un peu compliquée parce que mon père est toujours alcoolique. Ma grande sœur part de chez nous. Elle m'abandonne. Et en même temps, moi qui suis le petit dernier depuis 10 ans, je perds ma place du petit chouchou, du petit dernier avec l'arrivée de ma petite sœur qui s'appelle Amazon. Au fil du temps, c'est de plus en plus compliqué au Carbet. L'ambiance est de plus en plus... ça devient vraiment un peu horrible. On se retrouve à continuer à faire les cours par correspondance, mais c'est de plus en plus dur. Il y a une forme de lassitude qui s'installe, où on n'a plus envie, tout simplement. C'est vraiment, on arrive au bout de quelque chose. Ange, il n'en peut plus. Il va arrêter le CNED et puis il va être embauché en tant que piroguier sur des sites d'orpaillage qui sont en amont sur le fleuve. Aurélien, lui, va redoubler son année. Morgane, c'est difficile aussi. Et donc, cette situation n'est pas simple et on pousse, nous, en tant qu'enfants, de plus en plus pour aller vivre au village. J'ai 11 ans et ça fait déjà 5 ans qu'on mène cette vie-là. À la fois, notre vie familiale évolue et devient de plus en plus tendue, mais à la fois l'environnement autour également. Il y a plus en plus de pression. Les militaires vont combattre les orpailleurs. Eh bien, ça crée une tension chez eux. Et parfois, en fait, les orpailleurs finissent par débarquer chez nous. C'est en train de tourner, en fait. L'ambiance est en train de tourner, que le fleuve devient de plus en plus dangereux. Et mes parents sentent qu'il faut emboîter le pas, là. On part définitivement de la Prouague lorsque j'ai 12 ans. Donc mes parents décident de s'installer à nouveau à Regina, mais pas au village même, à 4 km du village, sur une piste en latérite. Il n'y a pas de collège à Regina, donc je suis toujours au CNED. Je vais redoubler encore une fois. Et très vite, le choix de partir vivre à Cayenne avec ma sœur s'installe. Je pars vivre à Cayenne avec Aurélien. Je quitte mes parents pour aller rejoindre ma sœur qui vit à ce moment dans un squat. Nous, on est contents, on est à la fois triste de quitter nos parents avec un sentiment pareil de déchirement et en même temps content de découvrir autre chose. Lorsqu'on arrive dans le squat, ma sœur, elle est étudiante, elle est en licence de biologie et elle vit avec la bourse. Donc moi, j'ai 13 ans, Aurélien a 14 ans et demi. On rejoint ma sœur qui, elle, a eu un enfant. On vit dans ce squat. Ce squat, il est composé donc de Brésiliens, de Guyanais, de Surinamais et de Péruviens. Dans ce squat, il n'y a que des personnes qui n'ont pas de papier, qui sont clandestins. Donc on se retrouve quand même dans un environnement qui n'est pas très sain pour nous et on est très influençable et on est adolescent. Avec Aurélien, on tombe assez vite en fait dans la petite délinquance, c'est-à-dire qu'on va commencer par faire du business, on va se mettre à voler un peu dans les magasins, des chaussures, des vêtements avec des techniques qu'on nous avait montrées. Quand on arrive à Cayenne, c'est la première fois qu'on va à l'école, en quelque sorte, c'est la première fois qu'on va au collège. La grande chance, c'est que je me retrouve avec mon frère, on est dans la même classe en 4e, parce que lui, il a redoublé. On n'est pas mauvais à l'école, on a plutôt des bonnes notes, mais on ne fout rien. Le squat, c'est de plus en plus compliqué. Par chance, ma sœur, en fait, va bénéficier d'un appartement dans un HLM
Donc on déménage dans un HLM, dans une cité. La cité est, on va dire, par rapport au squat, plutôt chouette. Moi, quand je vis dans cette cité, en fait, j'arrive à m'adapter très vite. C'est-à-dire, dès que je sens que ça tourne mal, hop, je prends la petite porte de sortie. Donc, j'arrive clairement à trouver ma place. Aurélien aussi. J'arrive au lycée. Aurélien, lui, est parti dans un lycée professionnel et moi, je vais faire un lycée général. Faut tout réinventer. C'est-à-dire, j'ai plus mon frère avec moi. Donc, il faut trouver sa place sans lui. Ce qui est pas évident pour moi, mais j'arrive quand même à nouer des liens avec des personnes et la seconde se passe bien. Je reste dans une sorte de posture de voyou et arrivé en première, tout bascule pour moi. Je ne sais pas si c'est par rapport à l'âge ou quelque chose qui s'est déclenché chez moi. Mais j'ai un trouble assez fort qui arrive et je me mets à rougir très fort dès qu'on me pose une question en classe. Donc, je m'aperçois que dès que je suis en public et qu'on m'interpelle, je rougis. Et je prends conscience à ce moment que peut-être qu'il m'a manqué de lien social pendant mon enfance et que c'est peut-être la conséquence de tout ça. Je passe mon bac. Les résultats arrivent, je vais devant la grande pancarte là où t'as la pression, c'est le bac. Et je vois mon nom et je l'ai du premier coup. Et je suis ultra fier. Avoir le bac pour moi, c'est un sésame. C'est tout d'un coup cette possibilité d'un ailleurs, cette possibilité de faire des études, cette possibilité de m'extirper de tout ça. Partir en métropole, c'est réussir sa vie. J'ai 20 ans et pour la première fois, je repars en métropole. Je prends l'avion, mes parents m'accompagnent à l'aéroport, je fonds en larmes. C'est une forme de déchirement, je vais vers quelque chose que finalement j'ai jamais vécu. Je pars loin, vraiment très loin de ma famille pour la première fois. Je m'inscris en licence de psychologie et j'assiste à plein de cours, psychologie clinique, psychologie de l'enfant. Et je prends conscience un peu de toute ma construction en fait en tant qu'être, puisqu'elle part de l'enfance et par rapport notamment à la relation que j'ai à mon père, que j'ai toujours vu comme un dieu. Et petit à petit, pendant mon cursus, je le désacralise. Il devient un adulte à mes yeux lambda et ça me permet en fait de, entre guillemets, de le juger, de voir ce qu'il a fait réellement et ce qu'il n'a pas fait. Avant, je n'ai aucune conscience de tout ça. Au fil de mes années en psychologie, je prends conscience que ce vécu finalement en forêt amazonienne, il aurait pu être génial. Il aurait pu être génial du fait de tout simplement partir vivre en autarcie dans la nature. Mais pour le coup, ça a été tout l'inverse parce que en fait, il a un peu noyé tout son désespoir dans l'alcool et qui nous a fait vivre l'enfer. Et je me dis qu'on aurait pu vivre une vie bien meilleure, mais ça dépendait de lui. J'ai aucune rancœur vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que je comprends son cheminement de vie, même si ça a impacté beaucoup notre vie d'enfant. Au bout de 3 ans, j'obtiens ma licence de psychologie, ce qui directement en fait me conduit à retourner en Guyane. À ce moment, j'ai 23 ans. Je me cherche mais complètement. Un peu par les hasards des choses, je rencontre des professionnels voilà, du milieu de l'audiovisuel, du cinéma. Assez vite, eh bien, je vais commencer à travailler dans l'audiovisuel d'abord. Puis en fait, je pars 1 an en Corse faire un DU cinéma. Ce DU-là, en fait, durant lequel je vais réaliser mon premier film. Et aujourd'hui, je suis réalisateur. Aujourd'hui, je vis entre la Guyane et Toulouse. Ma famille, mes parents vivent toujours au même endroit près de Regina, au bord de la piste. Ce qui est assez fascinant au sein de la fratrie, c'est que les plus grands sont restés vivre finalement à côté de chez mes parents. Et les 3 derniers, on s'est éloignés.
Ma petite sœur Amazon a fait le choix de partir très loin puisqu'elle est à 8000 km de mes parents, à Saint-Pierre-et-Miquelon. On la revoit très rarement puisque depuis 5 ans, on l'a vue qu'une fois. En réfléchissant à toute cette vie-là, je me suis dit, mais c'est dingue en fait, cette vie-là, c'est un film, quoi. Et comment un homme peut choisir de mener cette vie-là avec une dramaturgie aussi forte, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche en menant cette vie-là? Les films que j'ai écrits aujourd'hui prennent vie à l'endroit où j'ai grandi, au cœur de l'Amazonie. Et ce qui me plaît à travers ça, c'est que cette histoire très personnelle, finalement, puisse faire écho aux personnes du monde entier. Vous venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Sarah Almos-Nino. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskiewicz. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Direction artistique et habillage musical, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargé de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son et montage, Johanna Lalonde. Habillage musical, Mona Delahaye. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 2 fois par mois, Transfert Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.